Alors, salut Cyril. Salut Nicolas. Bon, tu m'avais invité sur ta chaîne il y a quelques mois, et puis à la fin de notre discussion, on s'était dit qu'on ferait peut-être un bilan quelques semaines ou quelques mois plus tard. Donc voilà, la première phase se termine, et cette fois, c'est moi qui t'invite sur ma chaîne. Donc merci de répondre présent. Ah, c'est normal. Merci à toi. Donc c'était une discussion qui avait été assez riche. Moi, j'ai pas mal de gars là que j'entraîne qui m'en avaient parlé, ça les avait intéressés pas mal. Et ce qui est chouette dans nos deux chaînes respectives, eh ben, tu vas nous le présenter après, mais c'est que toi, tu documentes le fait de commencer le tennis de table tardivement et d'essayer de progresser. Non sans humour, je crois que tu nous dis même que tu veux devenir un professionnel de tennis de table. Et moi, de mon côté, ben, en fait, j'entraîne des adultes qui ont commencé, comme toi, tardivement le ping et qui ont envie de progresser. Donc voilà, est-ce qu'en quelques mots, bah, tu peux nous présenter ta chaîne et ce que tu y fais? Avec plaisir. Depuis septembre 2023, j'ai commencé le tennis de table de compétition. Donc j'avais 51 ans, parce que moi je suis de novembre, voilà, enfin, presque 52. Et je m'étais dit, bon allez, je vais documenter, parce que ça c'est une manière de se positionner sur une chaîne YouTube. Tu peux soit être un expert, ce que je n'étais pas, soit tu peux dire, ok, je prends la position du débutant et je documente en fait les joies, les peines et les efforts pour arriver. Pour arriver jusqu'à quoi? Et en fait, moi, je voulais pas me mettre de plafond et je m'étais inspiré de Jules Marie qui avait, mis, aller battre les meilleurs. Je me suis dit: «Ça, c'est quand même un peu exagéré». Mais par contre, joueur professionnel, c'est suffisamment ambigu. C'est un professionnel, c'est quelqu'un qui gagne de l'argent avec ce qu'il fait. Et donc je m'étais dit: «Atteindre le meilleur niveau possible», ouais, c'est un peu vague, mais professionnel, ça a fait réagir les gens et ça a pas loupé. La première année, j'ai maintenu cette absurdité quelque part, parce que je n'ai aucune envie d'être joueur de pro A. Je pense que je n'en ai pas le talent. Je pense que c'est pas possible en démarrant à 52 ans. Mais c'était assez intéressant, surtout quand tu voyais qu'au début, bah, je jouais 5, puis après 4,5, hein. Parce qu'en fait, les 2 premières années, les 2 premières phases, c'était plutôt ça, hein, partir avec un stock de 500, finir en t'ayant fait dépouiller de 50 points. Donc, bien sûr, ça faisait rigoler. Mais c'est intéressant, d'une part, parce que moi, ça m'a donné des archives qui me permettent de regarder comment je jouais. Donc, c'est ça, en fait, que je raconte sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, je pense que je dis un peu moins de bêtises. J'ai des objectifs, on en parlera peut-être après. Je ne sais pas comment tu as prévu d'aborder la chose, mais forcément, j'ai des objectifs intermédiaires parce que dire je veux atteindre un niveau professionnel, bon, c'est bien gentil, mais quand l'horizon est tellement loin, tu sais, pour la plupart des gens, il faut couper en objectifs plus petits parce que sinon, c'est décourageant. Et c'est ça qui, à mon sens, est intéressant parce que d'une semaine sur l'autre, je ne vois pas vraiment de changement. Sur une saison, franchement, il faut être de mauvaise foi pour dire que je n'ai pas progressé. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. Et c'est ça que je raconte tous les mercredis à 17h, avec des fois un deuxième épisode quand j'ai trop de matière le samedi vers 11h midi, et avec des shorts assez souvent et de plus en plus des posts où je partage des choses. Et, euh, et finalement, j'ai rencontré à la fois sur Internet et dans le monde réel des gens qui m'ont dit bah, écoute, tu m'as inspiré à démarrer le ping. C'est chouette ce que tu fais. Fallait oser. Enfin bref, j'ai eu un certain nombre de retours positifs qui montrent qu'il y a un public pour ce que je raconte. Étonnamment, Oui, on est étonné. parce que tu vois, tu dis que tu t'es inspiré de Jules Marie, et donc lui, il a documenté un parcours où il voulait essayer d'aller titiller les meilleurs, revenir dans le circuit, mais il est déjà parti d'un niveau qui est considéré comme l'excellence dans la pyramide de son sport. Là, Ouais. ce qui est intéressant avec ta chaîne, c'est que tu pars vraiment du tout début. Je mets les pieds, j'ouvre la porte d'une salle. Même si tu avais joué dans ta jeunesse, tu arrives quand même, comme tu dis, avec le niveau qui est considéré comme le plus bas au tennis de table, 500 points. D'ailleurs, tu mets aussi le doigt sur une réalité, c'est que on a tous 500 quand on commence, mais on ne vaut pas tous 500. Moi, j'ai entraîné un joueur là qui a commencé 500, mais qui a joué 8 tout de suite par ses qualités naturelles. Et à l'inverse, il y a des joueurs bah, qui, comme tu l'as dit, perdent une grande partie de leur première rencontre et descendent à 420 ou 450. Donc en fait, ce classement 5, peut-être que des fois, il faut un an ou un an et demi pour réussir à le percer et avoir vraiment capitalisé tes premiers points. Donc on C'est n'est pas égaux en commençant. c'est exact, ce 500 est un mensonge quelque part, parce qu'il a tellement de facettes que quand tu tires un 500,
ça peut être une calamité. Tu vois, quand tu es en tournoi, tu dis, ah, tu as tout le monde qui discute, le tableau est sorti. Ah, t'es joueur 1, t'es joueur 2, joueur 3. Ah oui, je suis joueur 2, mais il y a un 3, c'est un 500. Ah, ça peut être une horreur. Comme ça peut être, oui, je suis sûr de sortir de poule. Tu sais pas. Peut-être que la personne joue 450, peut-être qu'il joue 8, alors que toi, tu es 7. Tu vas galérer. T'en sais fiche rien. C'est ça qui est assez étonnant. Mais bon, ça fait partie des choses que j'ai découvertes, puisque moi, j'étais réellement 500. Hein. Quand j'ai démarré, j'avais vraiment zéro savoir-faire. Il doit manquer un match de championnat et un individuel d'AGR dans les images. C'est à peu près tout ce qui manque. C'est-à-dire qu'il manque 10 matchs, dont 7 la même journée, tu vois. Oui. Euh, c'est pas significatif. J'ai quelques images des individuels AGR que j'avais avec le téléphone, tu vois, posé sur un selfie stick. C'est merdique, José. Enfin, j'ai quelques images qui montrent que j'étais super raide, je savais vraiment rien faire du tout. Et je me suis très vite confronté à cette réalité, c'est quand les gens mettent des effets, quand tu arrives du monde du loisir, ça prend un certain temps jusqu'à ce que tu sois en mesure rien que de comprendre ce qui se passe. Ah, je me rappelle, on avait parlé ensemble d'une séance sur les remises de service que tu avais faites avec le joueur chez qui tu vas faire des stages, et tu avais dit, ça faisait 1 an que je jouais. En fait, on m'avait jamais parlé de comment recevoir un service. Et puis là, hier, j'ai fait une vidéo qui va être diffusée aussi sur la chaîne avec un des joueurs de Ping Booster qui me dit que la première année, en fait, ça a été le plus gros écueil. C'est-à-dire dans ses premiers matchs de championnat, il ne s'est pas senti inférieur dans la plupart des domaines. Par contre, en remise de service, en compréhension des effets, il a beaucoup peiné. Il a mis 1 an à s'en sortir, en fait. Ouais, je suis pas surpris parce que ça corrobore ce que j'ai vécu. Alors, c'est pas qu'on m'ait pas expliqué, mais c'est qu'on m'a expliqué avec des méthodes qui, pour moi, ne faisaient pas sens, ou que je ne comprenais pas, ou qui étaient trop intellectualisantes, alors que finalement, quand tu es face à la balle, tu as quoi? Dixième de seconde, 2 dixièmes de seconde, 3 dixièmes de seconde pour prendre une décision. Tu la prends pas consciemment, c'est de la réaction, donc c'est quelque chose que tu as entraîné. Cette histoire de machin, tu vas du côté de là où Mm. vient la raquette, etc. Mais tu oublies ça. En plus, si le mec fait des mouvements parasites dans tous les sens, c'est fichu. Ça ne peut pas fonctionner. Et ce que je regrette, c'est d'avoir perdu 1 an en me disant, en 10 minutes avec Florian, 10 minutes filmées en plus, on a vu ce qu'il fallait. Et je l'ai vérifié moi en l'enseignant à d'autres personnes qui souffraient, que oui, on peut apporter de la valeur pédagogiquement, même à mon niveau, tu vois, avec 1 an et demi de recul, je peux aider un débutant à recevoir des services latéraux en 10 minutes, un quart d'heure. Et pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre 1 an pour obtenir ça? Ça, c'est une grande interrogation. Oui, alors peut-être que déjà, ceux qui entraînent ou ceux qui aident n'ont pas conscience que c'est vraiment l'écueil le plus grand au départ. Et tu vois, même moi, en faisant ça maintenant, quand même, c'est pratiquement le seul entraînement que je fais dans la semaine, c'est-à-dire d'entraîner des adultes qui cherchent à progresser. C'est peut-être pas encore l'aspect où j'ai apporté le plus de solutions. Et, et c'est vrai qu'on se dit qu'avec l'expérience, le joueur va trouver quelque chose. Et en fait, non, souvent, il répète la même erreur. Alors, il essaie de corriger la quantité d'effets, il essaie de calibrer un peu la poussette, mais il n'a pas cherché à comprendre ce qu'il recevait. Il Mm. tâtonne, voilà, il prend pas de risque, mais ça ne progresse pas tellement en remise. La remise, c'est un coup comme un autre qu'il faut travailler techniquement et dans la compréhension du geste. Je dirais pas que c'est un coup comme un autre, tu vois. C'est quand même le seul que tu vas jouer un certain nombre de fois dans chaque match. Donc, c'est pas un coup comme un autre. C'est un coup essentiel. Je veux dire, c'est fondamental. À la limite, tu ne sers pas très bien, mais tu as une plaque combo, plaque à la con, tu vois, genre soft pico long. Tu sers mou relativement pas long. Ton service, il est pourri. Mais en face, c'est compliqué d'en faire quelque chose. Ça va. Tu n'as pas besoin de travailler tes services. Puisque tout ton système de jeu est bâti sur le fait que tu as une balle à la con, que l'autre Mm. n'est pas très bien flippé. Quand il la pousse, il ne sait pas très bien si tu as servi avec le soft ou avec le pico long. Tu obtiens une balle qui derrière est où tu peux jouer avec ta plaque à la con. Tu n'as pas besoin de travailler le service. Tu as des plaques à la con, tu n'as pas besoin de travailler la remise. Pas trop. Mais pour tous les autres, la remise est essentielle. Donc la remise, c'est le seul coup que tu joues tout le temps. Donc moi, je trouve qu'on devrait passer un temps de dingue avant d'envoyer quelqu'un en compétition. Alors pas forcément un temps de dingue, mais on devrait au moins donner le modèle. Parce que quand tu dis il n'a pas cherché, je ne pense pas, tout le monde cherche. Mais quand tu n'as pas de modèle
les éléments séparés ne rentrent pas dans une compréhension du monde. Je vais essayer de ne pas être trop intello, mais le modèle permet de simplifier et les 4 positions à avoir permettent après de commencer à travailler la variation. Est-ce qu'il est passé plus dessous? Est-ce qu'il y a plus de latéral? Est-ce qu'il y a plus de coupé? Est-ce qu'il y a plus de tel machin? Est-ce que j'ai perçu que la balle cette fois-ci est plus coupée que d'habitude? Il reste déjà assez de variables. Donc, avec le modèle qui simplifie la chose, je trouve que ça va mieux. Et en termes d'enseignement, j'ai eu aussi des gens qui enseignaient et qui changeaient à chaque service qu'ils faisaient. Mais non, mec, tu fais 10 fois le même, que moi je puisse commencer à enseigner à mon système nerveux à reprendre. J'ai eu comme ça un soir la possibilité de prendre les services d'un numéroté. Numéroté pas loin de 980, tu vois, donc on va dire sur la fin des numérotés. Mec, vraiment un mouvement très chelou. Je l'avais arbitré, je m'étais bien posé la question, est-ce que ce service est légal? Très chelou, mais du revers, il arrivait à très très bien le couper. Et ce n'est que le 12e identique que j'ai réussi à porter suffisamment pour arriver à le mettre de l'autre côté. Donc les 11 premiers, je les ai foutus dans le filet. Mais s'il me les change tout le temps, jamais je m'adapte. Alors quand il en fait 11 d'affilée, même moi, je peux reprendre le 12e. Tu vois? Je pense que là, pédagogiquement, il y a un paquet de gens qui ont besoin de reprendre les bases, hein. C'est tout. Ah, c'est clair. Et toi, moi, je le fais là. J'ai même une petite séance indie avec un adulte qui débute, mais qui a vraiment beaucoup de choses à améliorer dans ce domaine et qui, en plus, Mmh. est embêté par ça, tu vois. Et donc, il se pose des questions, il cherche. Quand je varie, en fait, je lui annonce. C'est-à-dire que c'est pas une variation surprise, c'est une variation qu'on a travaillé. On lui dit, bah, tu vois, regarde bien à quel endroit je passe. Je lui dis même à l'oral avant, ce qui Mmh. fait que lui, il peut, comme tu dis, préparer la réponse dont on a convenu ensemble. Et pour l'instant, il essaie de comprendre la quantité d'effets. Mais effectivement, si moi je fais de l'aléatoire, il est fichu pour l'instant, c'est Ah oui, il certain. peut pas s'en sortir. Un soir, j'avais joué avec quelqu'un autiste comme ça, et bon, il se trouve que je connais un peu comment fonctionnent les autistes, donc je lui avais dit où j'allais servir. Elle était très étonnée que je le fasse réellement. Mais je sais qu'un autiste, par exemple, quelque chose qui est répétitif, c'est sécurisant. Donc le fait de lui servir 10 fois d'affilée le même service ou de lui dire je vais servir là-bas, c'était sécurisant. Chose qui aurait été soit insultant, soit pénible pour quelqu'un neurotypique. Mais là, je m'étais adapté face à quelqu'un comme ça. Mais c'est le seul moyen de faire entrer quelque chose, puisque ce qu'on fait, c'est quand même un enseignement de la mémoire kinesthésique. Hum. Quand tu tiens, les mouvements que tu fais, etc. Sinon, il n'y a pas d'explication rationnelle sur le fait que quand je serre comme ça, que je fais ce mouvement et qu'elle revient ici en un dixième de seconde, même moi qui vois mal, j'arrive à voir s'il va falloir que je tape à plat, que je la pousse, je frotte un peu mieux ou que finalement c'est trop court et que je vais aller la pousser de l'autre côté. Troisième, je ne le fais pas encore bien. Même à mon niveau, tu vois que c'est pas possible que rationnellement tu aies fait ça. Parce que même en vidéo, des fois, je montre les trucs à la fin, mais non, j'ai rien vu. Ça va trop vite. Ah ouais, même à mon niveau, des fois, ça va trop vite. Donc, Ouais, puis imaginez. l'intérêt, c'est comme tu dis, on l'a tellement répété qu'à la fin, on enlève la partie réflexion, c'est-à-dire, ah, Elle est pas là. automatiquement, la réponse vient parce que je l'ai déjà joué une cinquantaine, une centaine de fois et Ouais, que ça revient tout seul. ouais, ouais, Et ouais. puis, tu sais, je reviens sur ce que tu disais sur l'importance de la remise. Nous, quand on parle du service à nos joueurs, on leur dit, bah, tu vois, c'est le seul coup qui commence, dont tous les points sont joués par un service, et il est joué sans la contrainte de l'adversaire. L'avantage du service est que c'est toi qui en fais ce que tu veux de cette balle. Donc, c'est vrai que finalement, la remise, c'est l'inverse. C'est la seule balle qui arrive à qui tu n'as pas encore mis de contrainte à l'adversaire. Donc, Mmh. le gars, il a fait ce qu'il voulait à la balle parce que toi, tu n'as pas joué. Donc, c'est effectivement un coup qui est très difficile à appréhender. Toi, je ne m'étais jamais posé la question intellectuellement d'inverser le discours qu'on tient avec le service. Donc, Mmh. écoute, intéressant. Mais ouais, enfin, Vincent, là, dont on verra l'interview, il m'a parlé quasiment que de ça sur sa première année. C'est vraiment quelque chose qui l'avait bloqué aussi, la connaissance des effets, notamment en remise. Euh, Tu peux nous faire un petit bilan de ta première phase, Cyril? En niveau, en technique, en santé Ah ouais, c'est vrai que c'est une phase un peu étrange parce qu'elle avait très bien commencé. Alors les tournois les tournois de septembre n'ont pas forcément été, des tournois très favorables, encore que j'ai pas à rougir de ce que j'ai fait, mais j'ai pas glané autant de points que je le voulais. On va dire qu'on va mesurer ça en points puisque c'est ce que tout le monde comprend, mais en fait, moi, je pars plutôt du principe en termes de capacité. Tu es capable de faire ça et de le répéter avec une probabilité de succès qui est suffisante.
pour obtenir le fait de battre des gens de tel niveau, ce qui donne les points. Les points sont une conséquence, mais bon, la plupart des joueurs, je vois bien, réagissent en termes de points, donc parlons points. J'ai réussi à prendre 50 points à peu près jusqu'au 22 novembre. C'est facile à retenir, c'était mon anniversaire. Une journée de critérium où j'avais tiré une poule difficile et j'avais joué la veille en AGR. Et il manque un petit peu. Donc pas grand-chose, mais il manque un peu à chaque fois pour gagner chaque manche. Et c'est donc une après-midi difficile. Je perds 3 fois en poule. Je finis 4e. Donc j'évite le match de barrage. Et le match suivant, vraiment pas d'énergie, tu vois. Et là où ça devait être 1-1, ça bascule à 2-0. Je laisse filer la manche. Et le dernier match, je me bats vraiment tout ce que je peux. Je perds à la belle 11-9, bon, ou 11-8, je ne sais plus. Ça ne joue à rien, mais tu prends 5 défaites coef 1,5 sur des gens qui ont à peu près ton niveau ou qui sont un peu moins bien classés, 44 points. Ouah, tous les progrès effacés dans l'après-midi. Et je sens que je n'avais pas changé de plaque depuis le mois d'avril. Je n'avais pas changé la surface. Et donc, il était temps de changer. J'ai essayé une raquette d'un 12 là, qui était pas mal, avec une plaque chinoise collante. Et comme j'étais à la recherche de nouveau de quelque chose qui colle, j'ai fait l'erreur de prendre cette plaque assez molle, 39 degrés chinois, Hurricane H3. Et puis Alexander après me dit, non mais tu sais qu'on ajoute 11 degrés de dureté sur les plaques chinoises. Je dis, ben non. Donc en fait, je jouais avec une plaque 50. Ouais. Beaucoup trop dur pour moi. Et depuis, il n'y a pas un coup droit. Des fois, quand ils sont très bien, ils sont très bien. Mais il y a quand même, j'ai perdu confiance dans mon coup droit. Et ça fait 1 mois que je joue avec ce truc qui est très intéressant pour dire, OK, il faut vraiment t'engager dans la balle. Donc, je pense que le système nerveux a pris certaines habitudes, mais il y a trop de fautes. Donc, depuis, je galère pour essayer de récupérer mes points. Et au final, j'étais à 612 et je suis à 613. Tu vois? Donc, je suis monté de presque plus de 50. Ouais, je suis monté à 650. Je n'aurais pas joué les critériums, je serais à 660, 670. On me dirait, ah, t'as vachement progressé. Là, je suis monté je suis redescendu. Je ne sais pas ce qu'on va me dire. Moi, je sais pertinemment que j'ai progressé. En points, j'en ai gagné un. Ouais, mais tu vois, là, tu as évoqué plein de sujets. Un premier sujet, c'est, toi, moi j'ai un joueur là, qui n'a pas pris de points dans la phase, c'est le seul de ceux qui sont sur la 2e année. Et en fait, c'est exactement ce que tu as fait, c'est-à-dire qu'il a bien commencé la saison. Lui, il a fait un critérium où il a joué des adversaires trop forts en classement. C'était lui le moins bien classé du tableau de 16. Il a fait des bons matchs, il a accroché, mais il termine à 7 défaites. Ah oui. Non seulement sur un plan comptable, même en perdant des mecs plus forts, à coef 1,5, tu es là, il avait peut-être perdu 30 points dans la soirée, donc ça l'a démoralisé. Et en termes de confiance, 0 victoire sur une soirée, tu vois, c'est hyper dur de s'en remettre. C'est dur. Et en fait, lui, ça fait 2 fois que ça lui arrive, parce qu'en fait, il est aspiré par les absences des joueurs dans une division qui est plus haute. Donc en fait, il se retrouve à faire plutôt une bonne compète en niveau de jeu, mais avec des résultats comptables mauvais. Et derrière, pendant 2 mois, il a du mal à s'en remettre. Et tu vois, il finit la première phase pas brillamment, alors que son niveau de jeu, c'est pas du tout celui qui. Enfin voilà, il joue beaucoup mieux que le classement qu'il a actuellement. Donc pourquoi avoir mis Scoef 1.5? On a toujours aussi la difficulté de trouver des compétitions pour les mecs qui sont 5 sans avoir des adversaires à 7 ou 8 en face. Enfin, tu vois, ça fait plusieurs problèmes là que rencontrent les petits classements. Mais moi, j'ai l'exact inverse, tu vois, parce que j'étais en D7. Chez nous, il y a une D8 et une D9, tellement il y a de monde. Il se trouve qu'avec les absents, il n'y a pas eu de D9. Et en fait, les mecs qui étaient dessous, qui sont montés, qui étaient des faux 500 pour la plupart, se retrouvaient avec moi. Donc, j'avais beau être joueur 2 ou 1 de la poule, je savais que j'étais peut-être le plus faible de la poule. Donc, je savais déjà à quoi m'y attendre. Mais c'est clairement une compétition très intéressante, puisque pour une fois, tu ne joues que des gens qui ont ton niveau. Point de vue comptable, au moment où tu exploses, tu ramasses beaucoup de points. Les jours où tu n'es pas bien, et je ne suis pas le seul à qui s'y est arrivé, vu que nous, on a les 2 ligues, tu vois, parce que le gars que je perds dans l'avant-dernier match, il me dit, ouais, mais la dernière fois, j'avais joué aussi en AGR et j'ai tout paumé. Donc le gars, lui, c'était un gars qui descendait, parce qu'il avait tout paumé, parce qu'il avait joué la veille en AGR. Et arrivé à un certain âge, finalement, la fatigue est trop importante, parce que moi, je m'étais couché à minuit et demi. Alors, j'avais bien joué la veille, j'ai pas d'image, et puis, parce qu'il ne voulait pas que je filme, c'est pas dans la même ligue. Et le lendemain, tu as beau faire toute la matinée des massages dans les cuisses et tout,
à 13h30, tu es à l'échauffement, quoi. Donc, ça ne suffisait pas pour moi pour récupérer. Depuis, j'ai refait d'autres expériences où même quand on rejoue le soir, j'étais mauvais. Ah, c'était l'inverse. À ce coup-là, on avait joué en LGETT avant et en AGR après. Je m'en foutais pour l'AGR. Le niveau était plus bas et j'ai galéré à battre des gens à qui j'aurais dû mettre 3-0. Tu vois. Je finis à 11-9 à la belle en serrant les fesses. C'est pas normal, mais premier match, pareil, même symptôme. Fatigue cognitive, fatigue un peu physique, mais surtout cognitive. Ça pardonne pas, tu vois. Quand tu vois les jeunes qui jouent continuellement, c'est pas le ping adulte, hein. Quand tu vois les gamins qui enchaînent 28 matchs dans le week-end, moi, je peux pas faire ça. Je les Ouais, ai nous, pas, on a quelques jeunes au club là qui sont capables de faire, comme tu dis, presque 30 matchs sur 2 jours dans un week-end de voilà. tournoi. C'est vrai que ça, on a une limite physique par rapport à ça. Normalement, le format Critérium, c'est bien, 7 matchs, mais effectivement, si tu as joué la veille ou Mmh. si tu as un état de fatigue un peu à ce moment-là, ça rend la compétition compliquée. Nous, on joue le soir. À la départementale, c'est en soirée. Ah bon? Et le Critérium, tu vois, il commence à 19h30. Donc, Mmh. il peut finir à 11h. Tu peux jouer une finale ou un match pour le maintien à 11h du soir, un samedi soir. Donc, physiquement, c'est aussi un écueil entre un adulte qui a 20 ans et un adulte qui a 50 ou 60 ans. Tu vois, c'est quand même pas la même chose. Ouais. Ouais, ouais, bon, ça, j'ai déjà expérimenté aussi cet été au tournoi de Champigny, finale à 00:30. J'ai déjà expérimenté, je vois ce que ça peut donner, mais c'est évident que le ping adulte, tu vois, quand tu démarres tard, quelque part, tu as ce piège. Tu démarres tard, tu as à rattraper. Donc je pense qu'il faudrait jouer beaucoup plus. Il faudrait s'entraîner beaucoup plus, jouer beaucoup plus pour rattraper le retard. Et dans le même temps, tu as pas le corps qui permet de le faire, pas comme un gamin. Donc tu vois que le gamin, c'est compliqué finalement de faire ce que j'ai essayé de mettre en image, c'est-à-dire montrer qu'on peut apprendre à jouer comme un enfant, parce que j'ai la souplesse, j'ai, des routines et d'une certaine hygiène de vie qui permettent de maintenir, des fonctionnalités, mais l'intensité, je peux plus forcément la monter aussi haut que je le pouvais quand j'étais gamin. C'est pas forcément gênant pour le ping. Par contre, je récupère moins vite. Mm. L'endurance est peut-être pas la même non plus, mais c'est surtout ça. Je pense récupérer entre les matchs, quand on enchaîne les matchs, il y a des moments, moi, ça coince, quoi, tout simplement. Ça coince, Nous, un peu diesel, j'ai besoin d'échauffement, mais il faut pas en faire trop parce qu'après, enfin, ça, c'est compliqué à faire. Je vois les gamins, ils jouent quand même assez vite. Donc, on va dire que le ping adulte a cette dimension-là. Et en tournoi, tout ça, tu as les enfants quand même pas mal dans les pattes, hein. Tu vois, on était en tournoi samedi dernier avec Alexander à Thiaville, et il me disait, je suis curieux de savoir quelle est la typologie des joueurs qu'on va retrouver un 27 décembre. J'ai dit, t'inquiète pas, on va retrouver que les motivés, hein. mm. Et sur les feuilles, là, tu vois moins de machin. Il y avait beaucoup de moins de quelque chose. Énormément de gens de moins de 40 ans. On était très peu à être plus de 50, plus de 55, plus de 65. Tu vois, Et, nous, dans le groupe, là, quand on essaie de comparer, parce qu'il faut se donner, comme tu dis, des paliers des progressions, on se compare à d'autres adultes, et notamment à d'autres adultes qui s'entraînent moins que nous. Tu sais, j'aimais bien, là, tu m'avais fait un petit slogan quand on avait fait la vidéo. Tu as dit que le travail, il bat le talent, surtout quand le talent, il ne s'entraîne pas, ou quelque chose comme ça. oui, Et en c'est ça. fait, nous, on s'entraîne, le groupe Ping Booster. Donc, on se compare, je te dis une bêtise, là, Vincent, il est 650. Ouais, Lui, il va essayer de rattraper un adulte qui a 750 ou 800 et qui s'entraîne moins que lui. Et ouais. s'il le rattrape, c'est que le travail, les efforts qu'il a consentis sont payants. Donc, Mmh. effectivement, on ne va pas se comparer. Tu vois, dans le groupe, là, on a un seul petit gamin de moins de 18 ans. Et en Mmh. fait, il va plus vite que tous les adultes. Là, il a déjà pris 120 points C'est parce que normal. c'est pas les mêmes problématiques. Voilà. Donc, on ne se compare pas à moins de 18 ans quand on est dans le projet qu'on a là avec les adultes. Ouais, ouais, ouais. C'est une tendance qu'on a, mais je pense que ça sert à rien. Tu pas les mêmes, tu plus le même corps, tu pas la même vie. Heu, Moi, je me rends bien compte qu'en fait, je pourrais jouer plus, mais il faudrait que je dorme beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il faudrait pas que j'ai de travail qui m'oblige à me lever à 6h20. Il faudrait que je me lève naturellement quand le sommeil, me réveille, et ça serait vraisemblablement, si je joue, 1 à 2 heures par soir, ça serait, plutôt 8 heures, 8h30. Ah non, c'est sûr. Et tiens, d'ailleurs, à ce propos, tu pourrais nous faire une petite semaine type d'entraînement? Voilà à quoi ça ressemble globalement pour toi, une semaine de ping. Alors en ce moment, c'est assez simple puisque
nous avons des travaux dans notre salle à Aubernais. Donc, on a 3 salles sur lesquelles on se reporte. Donc, on a quand même pas mal de contraintes dans ce domaine. Donc, moi, le lundi soir, on a accès à la salle à Rosheim. Donc, généralement, je vais travailler en journée en apportant mes chaussures, ma raquette, la clé qui est toujours dedans, j'ai la clé, et je vais directement du train là-bas. Ce qui veut dire qu'il faut que j'emporte à manger parce que c'est pas forcément évident de passer de l'un à l'autre. Et je, on va faire 1 heure à 1 heure et demie. Alors désormais, j'ai un carnet, je sais pas où est-ce qu'il est là, dans le bazar que j'ai. J'ai un carnet où je note les choses, mais c'est moi qui organise. J'ai poussé un coup de gueule parce que je trouvais que c'est pas normal que dans notre club, avec toutes les ressources qu'on a, les joueurs finalement du bas du panier adulte aient accès à rien. Donc maintenant, il y a Sébastien qui se dévoue pour venir faire un entraînement dirigé. Ce qui est déjà pas mal parce que sinon, tu as la population qui fait des montées-descentes et qui joue à ce qu'on appelle à la baballe, qui t'assèche tous les partenaires potentiels qui veulent travailler avec toi. Donc des fois, c'est un peu serré. Et globalement, je m'entraîne quand même globalement avec Alexander, David, un peu Didier et Scott, et on a fait le tour. S'ils ne sont pas là, tu es un peu en kikiné, tu vois. Donc cet entraînement peut être excellent, comme il peut être vraiment mauvais. Ouais. Quand il est mauvais, bah, je fais des services. Alors, quand tu fais trop de services, tu as des pathologies au poignet, hein, que tu fais trop de services, tu sollicites comme l'articulation. Donc ça, c'est pas très malin, mais tu fais ce que tu peux. Le mardi, bah, généralement, c'est repos. Alors, je fais de la mobilité, hein. Moi, tous les matins, je fais de la mobilité, je fais des étirements s'il le faut, mais je ne vais pas faire grand-chose le mardi. Enfin, si, je vais monter des vidéos, ça c'est évident. Le mercredi, je vais de nouveau, alors cette fois-ci, je suis en télétravail, donc là, je vais aller à Rosheim à partir d'Aubernais pour une séance qui ressemble un peu ou prou à la même, sauf qu'il n'y a pas d'entraînement dirigé. Donc, ça veut dire que c'est moi qui vais essayer de trouver, t'es là, t'es machin, t'es pas là, t'es là. Ok, qu'est-ce que tu as envie de travailler? Moi, j'arrive avec j'ai envie de travailler ça, ça, ça. Et puis, on se perd plus ou moins par rapport au plan qui était prévu, selon que la personne respecte qu'il a envie ou que ses envies correspondent avec les tiennes. C'est très dur d'avoir cette conscience méta sur toi, dans ce que tu es en train de faire et dans l'environnement où tu es, en étant l'entraîneur de toi-même. Très compliqué. Le jeudi, je suis de nouveau en travail, en déplacement, donc il faut récupérer du mercredi, c'est pas forcément évident, et c'est là que la fatigue s'accumule. Et des fois on joue le mercredi en championnat, des fois on joue le jeudi, ça dépend à l'extérieur, ça peut arriver. Mais ou des fois, j'ai un entraînement, tu vois, par exemple, quand Hubert vient de Mulhouse, bah, souvent le seul moment où on peut s'entraîner, c'est le jeudi, à Aubernais. Donc il y a des semaines où j'ai joué le mardi, où on a joué le mercredi, j'avais entraînement le jeudi, et le vendredi, match AGR. Donc le vendredi, on a souvent nos matchs à Oui. l'extérieur, ou les matchs AGR. Et le samedi, on a nos matchs en LGETT l'après-midi. On n'a pas de Vosgiens. Les Vosgiens jouent le samedi soir ou le dimanche matin. Donc là, cette fois-ci, on n'a pas de déplacement trop élevé. Ou alors le samedi, c'est les tournois. Donc finalement, il me reste le dimanche où je peux enfin me poser et où je peux faire un peu de cardio pour aller courir ou faire de la muscu. Mais si je fais de la muscu le dimanche, bah, j'ai des courbatures le lundi. Mm. Donc, j'ai appris à prendre les programmes de ma fille, à les couper en deux. Et j'ai quand même des courbatures le lundi. Donc j'accumule dès le début de semaine des courbatures qui vont Fatigue partir musculaire. éventuellement le mardi, mercredi, en fonction de ce que tu as fait. Donc muscu le dimanche, panier de balle lundi, c'est pas une bonne idée, hein. C'est ça, Ah, mais tu vois, j'ai regardé la vidéo que tu as faite avec Thomas Guignat. ouais. Et il te parlait un peu, tu sais, de répétition, de panier de balles. Et en fait, tu disais que qu'en 2 ans de ping, tu n'en as presque pas fait. Tu les as fait que quand tu as fait les stages avec Florian. À 12, ouais, 12. Et en fait, là, on voit que tu t'entraînes tout seul, que tu dois fabriquer un peu ton ping et ta programmation d'entraînement. Toi, moi, j'ai fait une petite vidéo avec Simon Brody, qui est un joueur qui est numéro 300. Et donc, lui, il a fait Pôle Espoir, il connaît bien le ping-pong. Et en fait, ce qu'il a apprécié l'année dernière quand il est venu sur Orléans, c'est qu'il m'a complètement confié, tu vois, la programmation des séances. Hum, C'est-à-dire que moi, la question que je lui posais, c'était, bah, écoute, Simon, tu veux faire quoi aujourd'hui? Et lui, il me disait, non, non, tu me ouais. proposes un exercice, Nico. Moi, tu me décharges de la réflexion, de la construction de la séance. Tu essaies de m'apporter des choses qu'on m'a jamais dit dans ma vie. Et donc, on a quand même besoin, comme tu dis, d'un regard extérieur, d'une construction extérieure. Tout seul, c'est trop dur. Intellectuellement, c'est trop dur à préparer.
Bah, c'est ce que je fais et le risque, c'est de faire ce qui te plaît, ce qui est pas forcément ce dont tu aurais besoin au moment où tu le fais. Ni de le faire dans la façon dont tu le fais et ni encore de le corriger comme tu aurais dû le corriger. C'est très compliqué parce que moi, finalement, je le filme et ce n'est qu'après que je regarde. Alors, je suis pas débile. Pourquoi dans les épisodes actuels, il y a de plus en plus de moments où je montre mon entraînement? Parce qu'en montrant mon entraînement, j'attire aussi des commentaires sur des fois des gens qui me donnent des conseils en voyant Mmh. les images en disant: «Mais tiens, ça, tu devrais le changer» et ça vaut le coup. Finalement, moi, j'ai aussi comme entraîneur la communauté qui me donne plein de conseils. Alors, des fois, ils font mal, hein, mais très souvent, ils sont pertinents. C'est un peu l'avis du public, tu sais? Si on prend ce jeu habituel, très connu là avec l'avis du public. Faire appel à un expert, ça serait, ben, quand tu as quelqu'un qui vient comme Hubert qui fait comme 1 heure de route pour venir juste s'entraîner avec moi et m'entraîner donc merci Hubert, c'est vraiment, un cadeau incroyable et puis, ben, des fois, c'est des commentaires qui viennent de l'avis du public, de la communauté et alors on ne le fait plus, mais me dire: «Mets un picot sur le revers». La première année, bon OK, ça c'est un truc, maintenant, on me dit: «OK, tu as un bon revers», donc je ne vais pas mettre un picot, sur le revers, mais heu, il faut savoir faire le tri. Mais globalement, l'avis du public est pas mauvais. C'est pas aberrant, hein. Non, non, c'est une bonne façon d'avoir des corrections. Mais tu vois, nous, en tout cas, pour essayer de gagner du temps, d'être plus précis, bah, les gars de mon groupe, ils ont fait appel à moi pour ça. C'est-à-dire, Tout à fait. ils sont 8 à avoir la même motivation au même endroit. Donc, tu règles le problème dont tu parlais tout à l'heure de ceux qui viennent juste faire un match, qui arrêtent en cours de séance, qui n'ont pas envie ce soir-là. Là, tout le monde a envie. D'ailleurs, en fait, le groupe les oblige à avoir envie. C'est-à-dire qu'à mon avis, des fois, ils arrivent, ils sont pas dans les conditions idéales, le boulot, la famille, etc. Et puis une fois qu'on est parti, entre la pression positive de l'entraîneur et la pression positive des collègues qui sont à fond à côté, tu fais une séance d'enfer. Et puis bah, du coup, Normal, oui, ils veulent bénéficier ouais. de mes conseils. Et en plus, cette année, on a un relanceur. Donc tu vois, on a un joueur qui est à 17 et qui permet de faire toute la partie distribution au panier de balles et blocs. Mmh. Donc là, c'est sûr qu'on a augmenté en qualité par rapport à ce qu'on connaît dans la plupart des clubs pour les groupes adultes. Alors, tu vois, ça, c'est une solution que j'ai testée aussi l'été dernier. J'en étais arrivé, c'est même pas moi qui avais pensé, hein, c'est la réaction, dans mon entourage qui m'avait amené: «OK, si c'est comme ça, je vais payer un relanceur». Donc c'est une relation j'ai trouvé un relanceur de bon niveau, hein, un peu mieux classé que ce que tu évoquais. Alors je cherchais, hein, dans ces niveaux-là parce que je m'étais rendu compte qu'en fait, à partir de 15, ils sont capables d'absorber la variation naturelle que moi je mets dans la balle et de te renvoyer toujours la même. En dessous, c'est de mon ressenti, c'était pas forcément garanti. Alors que là et je pense plus le niveau est élevé, plus il est capable de te renvoyer la balle dont tu as besoin et qui te permet de la jouer, qui est pas forcément celle qu'il aurait renvoyée pour marquer le point. Et donc, j'ai dû faire 5 ou 6 séances comme ça cet été, à l'heure. Donc, je payais 1 heure et on faisait une séance et franchement, je pense que ça a porté ses fruits. Alors c'est peut-être aussi pour ça que j'ai l'impression de stagner en ce moment. C'est que cet été, bah, il y avait plus de soleil, j'avais moins de pression, physique, j'avais travaillé physiquement et en plus j'avais un lanceur chaque semaine, tu vois? Bon alors là aujourd'hui, bah, il fait moins beau. Je pense qu'il était temps que j'augmente mes quantités de vitamine D, j'en ai déjà beaucoup, mais là, je vais faire une autre expérience, je vais drastiquement augmenter encore. Heu, c'est plus dur, ouais, physiquement, il fait froid, et l'entraînement est moins bon donc et la plaque, qui colle pas, quoi. C'est une plaque trop dure, ça, c'est une vraie cata donc tu vois que dans l'ensemble, je pense que ça explique ce changement. Mais si je pouvais avoir cette possibilité d'avoir un relanceur chaque semaine, c'est évident qu'en 1 à 2 ans, bah, la trajectoire serait pas la même. Ah, Non. je peux appuyer ce que tu es en train de dire. Là, on a un joueur qui est arrivé là, cette année dans le groupe. C'est un jeune adulte, il a entre 30 et 35 ans. Physiquement, tu vois, il est au top. Enfin, il y a vraiment tout pour Ouais. prendre des points au ping. Il a un joli coup droit. Donc cet été, on a beaucoup joué. C'était libre, hein. C'était ping booster, mais sans, tu vois, la contrainte du groupe. Mmh. On a joué. Donc j'ai beaucoup bloqué sur lui. Là, il avait fait, lui, il choisit de faire que 2 séances par mois pour pas, tu vois, venir toutes les semaines. Donc septembre-octobre, il a fait les séances et j'ai bloqué. Il avait pris 100 points. Mmh. Je ne l'ai pas vu en novembre-décembre et il n'a pas gagné un match sur les 2 mois. C'est-à-dire Ouais. que même lui,
Tu vois, alors qu'il a des capacités physiques au-dessus de la plupart des adultes, que franchement, il a une technique qui est très jolie. S'il Mm. veut vraiment fixer quelque chose et atteindre un classement, là en ce moment, il est petit 11, pardon, il est petit 12. Toi, je pense qu'il peut jouer 13-14 facile, mais Mm. faut pas qu'il arrête, quoi. Faut que vraiment il ait cette relance toutes les semaines pendant au moins un an, et puis après, il aura passé un palier, il redescendra plus en dessous. Mais là, c'est encore trop fragile. Et tu Ouais. vois, il s'est arrêté, il a coupé sa routine et les effets sont immédiatement moins positifs. Moi, je suis clairement en train de vivre ce que tu dis là, qui est en fait passer un palier. Et en fait, quel est le plancher? En fait, c'est pas l'important, Mm. c'est pas le meilleur niveau que tu peux atteindre, mais c'est en fait quand ça va pas, quel est le plus mauvais que tu joues? Bah, clairement aujourd'hui, le plus mauvais que je joue, me permet de battre, des 500 normaux et des gens qui savent pas reprendre les services et cetera. Parce que quand ça va pas, bon, je sers bien, il y a pas photo et je mets des revers, qui nécessitent de pas trop bouger. Ou je pousse jusqu'à ce qu'il y ait la faute, tu vois? Mais je vois bien qu'en fait, si j'avais un démarrage tranquille sur balle, longue, du coup droit, bah, je servirais court, le mec pousse long, je démarre en la plaçant et c'est fini et le même palier serait à 7-8. C'est ça que je cherche quand je disais mon objectif, il est pas en points. Ce que je cherche aujourd'hui à acquérir, c'est ça. C'est-à-dire je vais créer la sécurité pour dire, bah, dès qu'elle dépasse, je la démarre. Je réfléchis pas, je me prépare à la démarrer et on va la démarrer. Parce sinon je suis en retard dessus. Et ça veut dire avoir une plaque plus molle, j'attends qu'elle arrive et retravailler ces paniers de balles, retravailler ces trucs, retravailler, je bouge mes hanches, je bouge mes pieds, à la fois sur le revers et sur le coup droit, de manière à ce que tout ce qui dépasse soit démarré. Et là, le palier va être plus haut. Et après, pour passer de 12 à 14, moi, je suis pas qualifié pour dire qu'est-ce qui fait vraiment la différence. Florian m'avait dit, bah, à 12, souvent, il démarre toujours avec la même consistance au même endroit. À 14-15, il démarre pas forcément avec la même consistance, c'est pas toujours au même endroit. Et au-dessus, bah, ça démarre plus vite et des balles plus dures. Je sais pas si c'est vrai, mais aujourd'hui, c'est pas mon problème, ça. Mm. Là, il est passé de 6,50 à 8,9, tu vois. Et on parle pas des mêmes capacités, en fait, pour faire l'un à Toi, l'autre. t'es dans. Tu vois, moi, ça, c'est un. J'ai des idées, en tout cas, j'ai des convictions sur les paliers. Mmh. Là, tu es dans le moment où il ne faut pas rater la première balle. C'est-à-dire que si tu es à 7 sur 10, 8 sur 10 en démarrage en match, tu ne peux pas jouer en dessous de 8. Parce que ce que tu vas proposer, ça va être trop difficile à jouer pour l'autre tout le temps. Par contre, si tu es un top spin sur 2 raté, bah, tu donnes des points gratuits. Et en plus, toi, tu vas t'inhiber. C'est-à-dire que souvent, tu finis par plus le faire en match. Il y a des joueurs qui arrêtent de le faire. Et Mmh. donc là, on n'est que dans la réussite. Alors, ça peut être le revers. Il y a des gens qui préfèrent prendre l'initiative en revers. Mais en tout cas, il faut être capable d'avoir cette première balle qui tourne de manière sécurité pour Mmh. passer 758, quoi. Ouais, tout à fait. C'est exactement mon programme actuel. C'est trouver la combinaison plaque, bois, sans changer le bois actuel, fréquence de changement des plaques et qualité de l'entraînement pour que, voilà, au-dessus de la table en revers ou parce qu'en fait, je démarre un peu mieux au-dessus de la table ou loin de la table en revers, et pareil en coup droit, je t'assois sur la table avec une rotation suffisante pour qu'en face, il fasse pas point, quoi. Je fais juste un petit. Là, tu as pas mal parlé de matériel. On voit qu'en ce moment, tu es, t'es en recherche. C'est Mmh. quelque chose qui passionne les discussions, et notamment chez les adultes. Toi, tu changes beaucoup, tu testes en permanence ou quand tu as trouvé un truc, tu essaies de pas en bouger. Comment tu appréhendes ça? J'essaie d Alors, au début, j'étais ouvert en me disant: «Tu sais pas, j'attends les conseils». Bah, ils ont mis, quand même 6 mois à venir, hein, de février à juillet, août, 2023 perdu par manque de conseils. Puis après derrière, premier conseil, qui était pas forcément pertinent, parce que encore une fois, basé sur le: «Ah oui, tu tapes beaucoup à plat, alors on va te conseiller des trucs pour taper à plat». Non, je tape à plat parce que je sais pas taper avec la rotation. Donc mauvais conseil. Donc dès que j'ai trouvé quelqu'un, que c'était Marc à l'époque qui m'a conseillé, on a tout de suite changé ça. Puis la raquette à Anaïs, on a changé le bois, on a changé les plaques et puis après on n'a plus trop changé. On a un peu adapté, mais plus trop. Donc aujourd'hui, j'étais à la recherche d'une plaque plus molle parce que vraisemblablement le Fast Arc G1, il est trop dur sur mon coup droit. Et ça, c'est venu avec les commentaires de la chaîne. Et donc là, désormais, c'était en discutant avec quelqu'un de Rossheim, il m'a dit: «Pars sur du Donic Hellfire M3» et finalement, je pense que
je suis arrivé enfin sur quelque chose qu'on aurait conseillé naturellement à un enfant assez vite. Et c'est là que je me dis, le préjugé de dire on est face à un adulte, bon, ça va pas être comme un enfant, il est un peu idiot. Il est un peu idiot, mais c'est aussi parce qu'il faut trier, et je pense que ça c'est normal, le milieu face aux adultes. Tu as pas tant d'adultes que ça qui ont la persévérance pour se taper 2 années difficiles Oui. à prendre finalement des coups sur l'ego ou même des mômes de 10 ans te mettent minable, ça fait mal. Heu, alors que, ben, les enfants arrivent, c'est des enfants, on leur donne des raquettes d'enfants et on leur apprend à jouer, les bases et on regarde et bon, là-dedans, il y en a qui ont du talent, il y en a qui ont pas de talent, il y en a qui sont partis ailleurs avec leur talent et d'autres qui sont restés sans leur talent et finalement le milieu trie là-dedans. Avec les adultes, tous ceux qui ont démarré au même moment que moi, il reste que moi, hein. Tous les autres ont arrêté en compète, hein, parce que c'est trop pénible. Donc je comprends que le milieu finalement, ouais, OK, on a besoin de joueurs de loisirs parce que c'est les licences sur lesquelles on gagne le plus d'argent. Je me mets du point de vue du Oui, club. du dirigeant, oui. Ouais, jouez les gars, jouez. Pour le reste, on verra. Le temps va éprouver les gens et on verra qui va rester, tu vois? Ah, mais tu vois, ce qui est étonnant, c'est que même sans donner de conseils techniques, parce que souvent les dirigeants, c'est aussi des joueurs, et ils sont aussi pas mal branchés matériel. C'est étonnant qu'ils donnent pas ces premiers conseils ou qu'ils aient pas un stock de raquettes, tu vois, d'essais pour voir quand même. On est quand même un sport qui a besoin d'un matériel de qualité pour, tu parlais tout à l'heure, pour imprégner les effets, remettre les effets, comprendre un peu tout Ouais, ça. mais le Et stock là, de raquettes, pareil, l'interview de Vincent, ouais. d'ailleurs, j'ai oublié de lui demander, mais je sais même pas avec quelle raquette il a commencé, mais en tout cas, il a pas reçu de conseils, ni de ma part, alors que j'étais dans la salle, Mmh. ni des joueurs du club. Donc, tu vois, c'est un manquement de notre part. Mais je pense que c'est un manquement et que c'est pas lié aux moyens parce que moi, le stock de raquettes, je l'ai découvert plus tard, hein. Parce qu'au début, quand Anaïs revenait jouer, ici, je lui disais: «Emporte ta raquette» et puis bon, rien à fiche d'emporter sa raquette les quelques fois où elle rentre donc bah, maintenant quand on va jouer, je dis: «Écoute, t'inquiète, on prendra une raquette dans le stock des raquettes de l'école». Maintenant, je sais où il est et franchement, ces raquettes sont plus adaptées à son niveau que celles que je lui ai données. Donc tu vois que les raquettes, elles étaient déjà là. C'est juste que moi, je savais pas où était le stock. Mm. Je pense que c'est et à mon avis, mon club est pas pire qu'un autre, hein, je lui en veux pas particulièrement. Je pense que c'est le milieu qui est un peu comme ça. Les gens viennent à la salle pour s'occuper de leurs trucs à eux et voilà. C'est je pense un milieu qui a pas l'habitude d'intégrer des adultes qui sont en volonté de progresser. Alors que, tu vois, je perçois le tennis de manière différente, peut-être parce qu'il existe un vrai marché de tu arrives pour le tennis comme ça, Oui. tu es un portefeuille sur pattes. Et tout le monde va enfin tout le monde, les offreurs qui ont le droit de le faire, c'est-à-dire des professeurs diplômés, vont pouvoir te proposer des cours. Et il y a à la fois d'un côté des gens prêts à te proposer des cours et de l'autre côté des gens prêts à payer. Sur le ping, je ne vois pas cette offre facilement. En tout cas, moi j'ai mis du temps à la trouver. Et je ne vois pas non plus de l'autre côté la capacité ou la volonté ou même le niveau d'éveil de se dire, bon, bah, à un moment donné, si naturellement ils ne viennent pas, bah, il y a une transaction financière et c'est normal parce que bah, prendre un relanceur qui a mieux à faire pour jouer avec moi, il faut quand même mettre quelques balles sur la table, mais à un moment donné, que tu le payes, c'est pas aberrant parce qu'il aurait pu faire autre chose, hein. Et Ouais, ça me semble naturel. je parlais avec un entraîneur de Paris, avec Laurent qui tient le magasin Spin One, là où je prends le matériel. Donc lui, Mhm. c'est un excellent joueur numéroté. Et il me dit que quand même dans son entourage, il y a de plus en plus d'entraîneurs qui commencent à donner des cours particuliers ou à faire des Ouais, petits groupes avec des adultes. Et aussi parce qu'il y a des adultes qui sont venus les demander. Donc tu vois, des deux côtés, c'est en train un petit peu de se ouais, créer. Après, moi, ce que je vois, pour en revenir au matériel, c'est que il y a 3000 références dans le catalogue Waxport. Et donc, en fait, le joueur, il est en panique. Moi, généralement, je fonctionne. D'ailleurs, je fais même pas de trop d'essais. Je prends une marque. Toi, là, pendant 10 ans, j'ai pris du Xiom. Et mhm, chez Xiom, il y a une plaque un peu qui s'appelle intro pour commencer. Après, il y a une plaque molle, une plaque dure pour la compète. Et puis, tu vois, je choisis là-dedans et je vais pas tenter 1000 références, on va dire. par curiosité, c'est quoi la plaque dure? C'est quoi la plaque molle chez eux? Alors, moi, je joue avec Xiom Vega Pro, qui est la plaque dure. Ouais, Et après, ils ont Xiom Vega Europe, qui est une plaque beaucoup plus tendre. d'accord. Après, là, tu vois, c'est pareil, ils ont fait un nombre maintenant de références qui est incroyable, alors qu'au départ, ils sont arrivés en France avec 3 plaques et que ça suffisait largement. Bah, je pense que c'est pas aberrant. Tu vois, moi, je joue avec un Xiaomi Musa là, sur le revers. C'est Marc qui avait trouvé ça.
Et parce que son argument était de dire, c'est pas mal pour claquer les balles. Parce que je mettais peu de rotation au début. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je claque quand même pas mal les balles en revers des fois, et c'est pas mal du tout. Donc, je vois pas l'intérêt de changer. Mais c'est évident qu'au début, tu es paumé avec tout ce truc. Tu es perdu. Alors, je pense que tu as 2 approches, tu vois? Tu as l'approche qui est de dire: «Ben, je vais essayer avec une raquette», et ben, tu perds du temps, c'est celle que moi j'ai faite. Ou alors tu as l'approche, j'achète des raquettes et des plaques et j'essaye, c'est celle qu'a fait Alexander, et aujourd'hui il se retrouve avec une collection d'une dizaine de raquettes. Ouais, puis En majorité, tu vois, il aurait l'immense pu mettre autant majorité, ça servira d'argent, pas. il aurait pu mettre tous ses sous dans une relance d'entraîneur, par exemple, avec sa raquette de départ, tu vois. Ouais, Mais sauf qu'il aurait fallu qu'il la trouve, et je suis pas sûr qu'il l'aurait trouvée. non, mais les gens sont très obnubilés par le matériel. Et en plus, tu vois, du coup, ça remet en doute. Je te donne un exemple. Ce soir, je vais faire essayer une plaque à quelqu'un. Et Mmh. comme mardi dernier, je lui ai fait essayer et qu'il a bien joué, dans sa tête, c'est fini, il a passé le pas. Il pourra plus jouer avec l'ancienne. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, oui. Mentalement, il s'est dit, bon, c'est l'heure du changement. Et donc, moi, je pense qu'il aurait pu encore continuer avec l'ancienne, mais je vais pas le casser sa croyance. Il va avoir une plaque neuve, il va jouer aussi bien et ça va être super. Moi, je peux te donner une petite anecdote. Ma Mmh. meilleure saison de ping, je suis monté 240 au mensuel et je jouais avec une plaque à 7 euros. Je jouais avec un Free and Chip 729, qui est la plaque la plus dure du ping-pong. Et je l'avais payé 7 euros sur Alibaba et je jouais avec ça en revers et je suis monté 240 avec une plaque à 7 euros, tu vois. Donc, bon, le Ouais. matériel, ça fait pas Bon, tout, quoi. avec les plaques chinoises, je pense que le prix signifie pas grand-chose, parce Non, que 7 c'est à €, 60. Ouais. c'est le prix normal d'une plaque chez eux, hein. Donc, mais bon, j'en suis revenu de cette histoire de plaques chinoises. Si, je vais l'enlever, hein, le H3, et qui est là, je vais l'enlever, par contre, je vais le garder parce que je pense que je le collerai éventuellement quand il fait très chaud l'été. C'est quand il fait très chaud, je pense qu'il Pour l'adhérence, c'est formidable. Ouais. ça mollit et ça va beaucoup mieux, et à mon avis, je ne serais pas étonné, je dis peut-être n'importe quoi, mais je ne serais pas étonné que ces plaques soient beaucoup plus pertinentes dans un milieu, plus chaud. Bah, nous, on a des salles actuellement, là, ça pèle, hein. Franchement, tu dis: «C'est impossible de chauffer cette plaque», quoi. Alors, tu vois, moi, avec les plaques chinoises, je triche un peu. De toute façon, j'ai arrêté le ping-pong, donc personne ne me dénoncera. Je mettais une petite pointe de colle, tu vois, avant le match. Mmh. Et en fait, la plaque chinoise, ça la rend quand même plus sympathique. Sinon, elle est vraiment trop dure, trop compliquée à jouer. Elle te pardonne rien, on va dire. Elle est efficace quand tu touches bien, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, ouais, Mais ça fait sinon, elle des images. pardonne rien. Dès que tu la touches pas parfaitement, c'est faute. Ouais, ça fait des belles images, mais tu as perdu la manche en 6, quoi, Mm. et tu as fait 4 erreurs de coup droit. Donc, c'est un peu enquiquinant, quoi. Non, au départ, faut trouver des plaques confortables. Et quand tu vois, tu parlais de degrés, là, dans les gammes à 42 degrés, tu prends du 1,8 pour pas que ce soit trop une bombe. Voilà, tu essaies de trouver la plaque intermédiaire dans chaque marque. Et puis, il n'y a pas besoin de mettre 60 euros non plus par plaque. Et tout va Ouais. bien. Donc. Ah ouais, je pense que ça, c'est mais tu vois, encore une fois, on en revient, et on a besoin, et surtout si là, le ping va être visible sur l'équipe. J'ai mis, sur un des forums, mon analyse, et sur mon profil Facebook aussi, mon analyse technico-économique, on va dire, du passage de RMC à l'équipe. Hem, on va pas rentrer dans cette polémique-là maintenant, mais je pense que l'équipe a la capacité à montrer à un grand public juste 3-4 personnes. Les frères Lebrun, Simon et Flavien Coton. Mm. éventuellement. Donc, s'ils montrent tout ça à tout un tas de gens et que ça a pour effet de ramener plein de gens dans les salles, mais qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens? Je dis nous, la communauté, tu vois? Et là, tant mieux, ça développe un marché d'offres et de demandes, parce que la demande arrive, tant mieux. Parce que clairement, il y en a besoin. Enfin, moi, je leur souhaite pas à tous ceux qui vont débarquer là, de galérer, de tâtonner comme j'ai pu le faire pendant 2 ans et demi. Je leur souhaite pas. Et puis, Pas tu drôle. vois, et du coup, nos chaînes, dans quelque chose qui est un peu différent. Donc, nous, on n'est pas dans l'accueil de celui qui passe la porte dans un club. Mais par contre, on vient aussi en complément. Et par rapport, tu vois, à une chaîne qui va montrer des images de haut niveau ou le joueur qui est 16 et qui filme ses matchs, bah, nous, on arrive dans autre chose. On essaie de donner des conseils, en tout cas, à ceux
qui en sont au tout début, qui ont la persévérance dont tu parlais tout à l'heure pour chercher à s'améliorer. Et donc, c'est une niche, hein, comme on dit, mais c'est les plus motivés, les plus accros au ping. Donc, toi, tu le découvres, tu as une communauté qui est passionnée, qui te pose des questions, qui te donne des commentaires, c'est intéressant. Je sais pas si c'est une niche. Alors, tu vois, moi, je donne pas de conseils. Le seul domaine, je pense, où je peux donner des conseils, encore certains me diront que tu es vraiment qualifié en rien, donc ça serait éventuellement sur niveau débutant, apprendre à servir. D'une part, parce que je me suis rendu compte qu'il y a énormément de pongistes qui n'ont pas lu les règles et qui ne comprennent pas les règles du service, donc ils servent faux. Je pense que j'ai la plus belle collection de services faux en vidéo en France. Donc, ça, c'est assez catastrophique. Mais c'est le seul domaine où aujourd'hui, je me dirais, je peux donner des conseils à quelqu'un en matière de technique ping. Servir. Comment passer de je suis nul au service à j'embête les gens au service. Au moins sur les niveaux 5, 6, 7, 8, 9. On cliquinait des fois jusqu'à un peu au-delà même. Mais hormis ça, je ne donne pas de conseils, si tu veux. Par contre, je pense que ce qui est intéressant, et là, ce n'est pas une niche, c'est que ça représente l'immense majorité des joueurs. Ah ouais, moi, je L'immense suis d'accord. majorité des joueurs peut s'identifier à ce qu'ils voient dans mes images, alors qu'on ne va pas s'identifier au revers de Gauzy à 5 mètres de la table. Laisse tomber, quoi. J'en mettrai jamais des comme ça. Je pense qu'il faut une plaque carbone déjà pour y arriver. Et il faut la toucher au bon moment, il faut viser 1 mètre au-dessus, ou j'en sais pour rien. Je ne sais pas, mais je suis incapable d'être au bon endroit sur la trajectoire. Je dis ça parce que j'ai essayé. C'est vrai que j'ai rien. Mais évidemment, c'est plus facile de s'identifier sur quelqu'un qui a un niveau qui n'est pas celui d'un extraterrestre. Et là, à mon avis, on peut nourrir beaucoup de choses. On peut donner envie, et c'est complémentaire de ce qu'on voit dans le reste ou des autres actions qui sont celles des clubs, qui sont celles des ligues, etc. Parce que, tu vois, je contribue aussi un peu à la ligue par l'arbitrage, parce que moi, je ne suis pas un arbitre très actif. Je suis arbitre régional, j'essaie d'être le meilleur arbitre possible, et qu'est-ce que je fais en arbitrage? Je fais 2 événements internationaux pour les jeunes. Je fais les Euro Mini Champ et les internationaux jeunes du Grand Est à Pont-à-Mousson. Parce que c'est pas très loin, et puis parce que c'est les endroits où je pense que je peux délivrer le plus de valeur et aider les générations futures. C'est ma manière de rendre à la communauté. Et là, on voit bien qu'on a besoin d'arbitrage, on a besoin de tout un tas de gens qui, à un moment donné, à leur niveau, se disent, OK, je monte dans mes capacités, que ce soit d'arbitrage, de connaissance de règlement, de respect de l'adversaire, de capacité d'entraînement, etc. Et donc tout ça, je pense que ça contribue à tirer tout le monde vers le haut. Complètement. Ouais, toi, moi, je complète. Pourquoi moi j'ai lancé un peu cette chaîne? Je suis devenu instit il y a 8 ans et donc du coup j'ai dû repasser des diplômes. Toi, on est plus dans le domaine universitaire académique que tu connais bien. Ouais. Et en fait, il y a une matière en compta, par exemple, j'étais vraiment extrêmement mauvais sur ma première partie d'études à 18 ans. Ça m'intéressait absolument pas. Et donc là, moi, j'ai eu une excellente note quand j'ai repris. Pas parce que mon prof en physique était bon, pas parce que les cours du CNED étaient bons, mais j'ai eu une bonne note parce que tous les exercices, je les ai trouvés sur des gars du Maghreb qui font des exercices en ligne, en vidéo. Et donc, en fait, je les ai fait en même temps qu'eux, si tu veux. Et alors, c'est peut-être plus facile de faire un exercice de compta analytique que de faire un exercice de ping-pong par Internet. Mais en tout cas, j'ai trouvé quelque chose qui était complémentaire, pour reprendre le parallèle, c'était complémentaire à l'offre du club ou de la Fédé. Il y a quelqu'un qui, sur sa chaîne YouTube, a donné des conseils. Et moi, ça m'a permis d'avoir une note, mais qui n'avait aucune commune mesure avec la première note que j'avais eue avec un professeur réel, tu vois. Là, Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je fais la chaîne. le monde a changé. Tu sais, je suis un peu des fois en relation avec Craig Bryant, de Table Tennis Service Guy. Mm. J'ai appris à servir en regardant ses vidéos. Hein. Je n'ai pas appris à servir avec les 2 ou 3 séances de conseils que Robert m'a donné au club, qui doit être le seul qui filait des conseils sur le service, tu vois. Je veux dire, j'ai appris à servir avec YouTube. Et en me mettant à la table et en essayant. Hein. À un moment donné, il y a ça, la théorie et la pratique. Et le monde a changé pour ça. Quand j'étais gamin, pourquoi de 78 à 82 de mémoire, il n'y a pas de trace. Les moments où j'ai joué, finalement, c'était assez mauvais. Des raquettes à 7 € tout compris, je pense, qui accrochent pas, on peut rien en faire. Mm. Pas YouTube.
même pas la capacité à trouver où est le prochain club, bah, personne, pas d'adulte pour encadrer, pas de matos, pas de conseils par vidéo, point barre. Tu joues comme tu joues, hein. Moi, je peux te dire, hein, j'ai commencé un peu plus tard. Je serais né en Loire-Atlantique, Ouais, dans ma génération. Je pense que ouais, j'aurais joué sous les 100 Français. ouais. Parce qu'il y avait le Oh, pôle bon, espoir. Si tu veux, avec mes qualités, là, je ouais, comptais 300 parce que je suis né dans le Loiret. Et j'aurais peut-être été 18 si j'étais né en Auvergne. Et j'aurais peut-être été numéro 50 français si j'étais né en Loire-Atlantique. C'est-à-dire qu'en fait, le hasard du ping qui était développé au moment où moi je jouais, il y avait deux, trois ligues qui étaient au-dessus des autres, dont le pôle espoir de Nantes. Bah, tu vois, mm. si tu étais nantais à ce moment-là, tu avais un avantage concurrentiel par rapport aux autres, qui est peut-être moins vrai aujourd'hui avec la connaissance virtuelle. Au pire, tu sais où sont les clubs et où sont les pôles qui tournent, quoi. Oui, oui, oui. Alors le monde est devenu beaucoup plus transparent qu'il n'était par le passé. Ça, je suis clairement d'accord. Bah, tu vois, moi, je peux faire un peu le même constat. La première fois que je me suis vu jouer en vidéo, ça doit être en 82, ce qui est extrêmement tôt, hein. 82, 83. Pourquoi? Parce que ben, je suis né dans le Bas-Rhin. Dans le Bas-Rhin, il y avait une forte densité de joueurs de ping-pong. Et dans le Bas-Rhin, il y avait Jordan, le DTN départemental, qui était proche de l'équipe de France et qui est du sud de la France, près de Arles-sur-Tech. Donc à Arles-sur-Tech, il organisait des stages d'été. Et mon père cherchait en fait comment me faire progresser au basket parce que le club ne pouvait pas le fournir. Il m'a inscrit dans un stage, j'ai débarqué là-bas, je devais avoir 10 ans, 15 jours dans le sud de la France avec des barils-noirs dans l'environnement d'Arles-sur-Tech et avec un encadrement pro. Et là, eh ben, ils avaient à l'époque une valise qui tenait sur l'épaule comme ça, VHS, ils nous filmaient et le soir, on pouvait se voir en train de faire quelques mouvements et le ralenti sur image était tellement merdique, il y a tellement peu d'infos. En 82, on est dans de la VHS merdique, tu vois, que tu voyais en fait ce mouvement-là, tu n'avais même pas à avoir les mains sur la balle parce que l'image était pire que ce que je suis en train de faire là, en arrêt sur image. Mais je me suis vu bouger, jouer, j'avais 10 ans. C'était extraordinaire. Ma femme est née dans le Cantal. Je Ouais. serais né là-bas, je ne me serais jamais vu jouer à 10 ans, hein. C'est tout. C'était pas la même région, c'était pas les mêmes structures. C'est juste exactement ce que tu dis. On était dans un monde beaucoup plus où c'était plus difficile. Alors qu'aujourd'hui, je dis pas que tout est facile, mais c'est plus facile de dire ok, il y a le constat que c'est pas ça que je veux faire. Ils sont où sont les ressources? Comment je fais? Qu'est-ce que je change pour obtenir? Et tu peux plus facilement trouver où il faut aller, où tu peux aller. Parce que des fois, il faut, mais tu peux pas. Ouais, c'est ça, il y a des réalités, des contraintes, mais en tout cas, l'information Mmh. est plus facilement diffusée Mmh. et plus facilement trouvable. Ouais, bah, Pour finir, là, sur ta chaîne, en fait, qui existait déjà avant que tu fasses du ping, toi, tu as ouais, quelque chose qui s'appelle une vie extraordinaire ou comment devenir extraordinaire. oui. Bah, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et comme tu viens de nous le teaser, là, présenter le projet santé que tu organises avec ta fille sur le début d'année? C'est vrai que moi, cet aspect extraordinaire, c'est quelque chose que je prends au sens littéral du terme, c'est-à-dire, ordinaire, c'est une question statistique, tu vois? Il y a être moyen et il y a être, mieux que moyen. Comme tu disais, tu étais pas un joueur de ping moyen. Tu es pas un joueur de ping ordinaire, donc quelque part, être 200 français, c'est extraordinaire. Alors, on est toujours extraordinaire l'un par rapport à l'autre, hein. On est d'accord que les Lebrun sont extraordinaires par rapport aux 100 premiers français, mais clairement, par rapport à la masse des joueurs, tu n'es pas ordinaire. Donc, il y a tout un tas de raisonnements méta qui fait que tout ça, je l'ai mis dans un bouquin qu'on devrait voir là-haut, quelque part. Il est là, voilà. Euh, Bouquin qui est aujourd'hui dans le ticket VIP sous forme électronique du challenge qu'on organise avec ma fille. Parce que s'il y a un domaine où nous, on a réussi à faire des choses extraordinaires, c'est également dans la santé. Donc il se trouve que moi, j'ai planifié le bilinguisme précoce de mes enfants avec l'espéranto, qui pour beaucoup de gens est un truc frappadingue, mais ça a quand même amené mes filles aînées à maîtriser l'allemand à un très haut niveau, au point que l'aînée est partie faire médecine en Allemagne. Aujourd'hui, elle est médecin allemand. Elle est assistante Ärztin dans une clinicum à Stuttgart. Et ça fait 10 ans qu'on travaille avec
mon partenaire santé, qui est la société USANA Health Sciences, qu'on voit sur mes t-shirts quand je joue à titre individuel. Donc, je connais très très bien cette boîte et je sais qu'elle m'a permis de reconstituer mes cartilages. Ce qui n'est pas quelque chose d'ordinaire, parce que tu vas voir le premier médecin venu, il va te dire ah oui, mais c'est l'âge, vous avez usé vos cartilages, c'est fichu, blablabla. Je dis mais non, c'est de l'ignorance, au pire, c'est un mensonge. Mais non, on peut redonner espoir aux gens, on ne peut pas leur donner espoir à n'importe quel prix, mais s'il vous reste des cartilages, si vous avez des douleurs d'articulation et qu'il reste des cellules de cartilage, honnêtement, avec notre partenaire, on va vous aider à reconstituer tout ça. Et donc, j'ai packagé tout ça en me disant, OK, il y a tout un tas de routines, tout un tas de choses, donc on va donner beaucoup de choses gratuitement durant 3 jours, début de janvier. Je suis en train encore de le concevoir, mais il faut à la fois que je conçoive donc la progression pédagogique qui amène les gens à se mettre dans des routines de santé et donc des changements d'habitude, et c'est le moment de le faire puisqu'on est début de l'année 2026 et que très souvent les gens prennent des bonnes résolutions qui sont déjà mortes au 15 janvier, voire fin janvier. Donc, moi, j'ai des techniques là-dessus, mais pour obtenir un résultat extraordinaire, j'étais prêt à investir. Donc, il y a matière à montrer comment des routines peuvent changer les choses, et donc on va se prendre un peu de temps là-dedans. Et ben, le clou, ben, ça sera la présence de ma fille qui, elle, voit l'autre côté. Si tu ne te prends pas en main, qu'est-ce que ça donne? Elle travaille en milieu hospitalier, elle va te le dire. Elle a des données, ça fait quand même 7-8 ans qu'elle travaille en milieu hospitalier, parce qu'en Allemagne, les étudiants sont très vite mis en milieu hospitalier où ils servent d'assistants, pas d'assistants, d'aides-soignants. Donc, alors on a fait du boulot d'aide-soignant, elle a fait du boulot d'infirmière, maintenant elle fait du travail de médecin, mais elle en a vu des gens qui ont les conséquences de ne pas avoir fait ce qu'on va vous montrer. Donc, je m'adresse bien évidemment aux plus de 40 ans, parce que les plus jeunes, il va y avoir de la valeur pour eux. Mais généralement, je n'obtiens pas leur attention. Parce que moi, j'ai la chance d'avoir un corps qui est vraiment merdique. J'ai un corps qui doit être dans les 10 à 15% les plus faibles. Donc très vite, à 10 ans, j'ai eu des problèmes qui m'ont laissé, des problèmes au genou notamment, des séquelles à vie. Mon genou gauche est un des points faibles. Mon épaule gauche est un des points faibles de mon corps. Et arrivé en classe préparatoire aux grandes écoles, mon corps, au bout de 3 mois, a dit stop. Donc il a fallu que je trouve des solutions. Mais ça veut dire que j'ai eu un niveau de conscience à 18 ans que la plupart des autres trouvent à 55. Mais parce que moi, mon corps me lâchait déjà à 18. Donc aujourd'hui, si j'arrive à aller jouer presque tous les jours et tout, c'est pas un hasard. C'est parce que j'ai mis en place des choses qui permettent de faire ça tout en n'ayant pas le patrimoine génétique et de force qui permettent de le faire. Et donc, c'est ça qu'on va partager, pas encore tout à fait calé. Et puis, malheureusement, pour attirer l'attention des gens, il faut créer des contenus courts qui attirent leur attention. Donc, en ce moment, je suis sur l'un et l'autre, en train de faire l'un et l'autre. Mais parce que j'aime ça. Moi, j'ai trouvé quelque chose parce que j'avais pas eu cette chance d'avoir un corps puissant. J'ai trouvé des solutions, mais j'ai envie de les partager, tout bêtement. Écoute, moi, c'est un domaine que je maîtrise pas trop, mais qui m'intéresse bien. J'arrive dans les âges où, tu vois, mon corps commence à me donner des informations, donc peut-être un peu après toi, mais voilà, ça commence à tirer un peu partout, donc ça va m'intéresser. Je vais essayer de la vidéo qu'on est en train de faire, là, je vais essayer de la diffuser avant la date de ton défi, comme ça peut toujours donner un petit peu d'aspect promotionnel à la chose avant que ça commence. Et Alors puis, bah, les on va dates, je faire vais ça les avec la révéler. Les dates vont être révélées dans le groupe WhatsApp des gens qui s'inscrivent. Mais en fin de vidéo comme ça, c'est pas grave. Je vais dire, ça aura lieu le mercredi 7, 8 et 9. Et pour les VIP, il y aura un truc le 10, le 11, parce que moi le 10, je joue. En plus, il faut caler ça dans les Ouais, vacances. avec le ping. Et toi, Voilà. tu commences à diffuser des petits formats courts au début janvier, c'est ça? Pour faire un peu la promotion? Je suis déjà en Ouais. train de diffuser des formats courts que je teste en fonction des retours et de ce que je peux choper. Je teste parce qu'en fait, je vais mettre beaucoup de pubs. Enfin, beaucoup. Je prends un risque financier, je mets de la pub. euh, parce qu'un défi au T3, c'est pas drôle. Un défi où on est en groupe, cet aspect groupe, tu vois, l'engagement vers le groupe, comme tu disais, est quelque chose d'important. Donc, je sais pertinemment que si je fais des trucs en ligne et qu'on est 15 dans la salle, c'est pas la même énergie que si on est 150 ou si on est 1500. Et ça dépend juste de ma capacité à écrire des bonnes pubs, à mettre le bon budget et à attirer l'attention des gens chez qui je délivre le plus de valeur et qui soient présents. Donc, c'est juste ça, les mécanismes, je les connais. L'alignement n'est pas forcément facile à trouver. Maintenant, il reste à le faire, quoi, c'est tout. Il n'y a qu'à faire. Bon, eh ben, écoute, on te souhaite une belle réussite.
Je te remercie pour cette discussion. Bah, On est toujours un peu bavard, mais c'est parce que toi comme moi, on adore le ping, donc voilà, c'est super. Et puis, on verra si les gens qui nous ont écoutés ont apprécié nos échanges et qui nous mettront des petits commentaires. on verra effectivement. Bah, merci pour l'invitation. Et puis, bah, je suis ouvert pour taper la balle, pour discuter YouTube, pas de problème. Je suis curieux de voir comment tu vas structurer ton contenu sur YouTube. C'est un beau Moi, défi. j'ai des conseils à prendre sur YouTube de ta part, donc ça, c'est chouette. Et puis, on aura l'occasion de reparler de ping et de voir nos petites progressions pour mon groupe et pour toi à la fin de la phase 2. Ça va être sympa. Parfait. Merci Cyril, à bientôt. Merci Nicolas. À bientôt.